25 août 1978. Le siège du KGB connaît un tremblement de terre sans précédent. Fait rarissime, un officier du KGB est arrêté par ses pairs. La vie du capitaine Orekov bascule. Quelqu'un vient me voir dans le bureau et il me dit « Écoute, il y a les supérieurs qui veulent te voir. C'est urgent. » J'ai demandé « Qui me cherche ?» Il répond « Le chef adjoint du département. » Je me suis dit « Mon Dieu, le chef adjoint, le grand général, pourquoi s'intéresserait-il donc à moi ?» Ils ont commencé à me parler et à tourner autour du pot. Je leur ai dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne me parlez pas franchement? Que voulez-vous de moi concrètement ?» Ils m'ont répondu « Nous menons une enquête interne à votre sujet et nous aimerions en parler avec vous. » J'ai dit « Je vous en prie. » Mais pour discuter, ils m'ont emmené à la prison de Lefortovo. Ils m'ont mis dans une cellule isolée et ils m'ont laissé seul pendant 3 jours. Pour que je réfléchisse, m'ont-ils dit. Ensuite, ils ont commencé à m'accuser de manière concrète. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as prévenu celui-ci, tu as prévenu celui-là, etc. J'ai alors commencé à additionner les articles du code pénal dans ma tête. À un moment, je me suis dit, merci mon Dieu, je ne serai pas fusillé. L'histoire du KGB compte de nombreux espions partis à l'Ouest ou devenus agents doubles. Mais elle ne connaît qu'un seul exemple d'un officier passé de la répression des dissidents à l'adhésion à leur combat pour la liberté. Viktor Orekov est un cas unique dans l'histoire de l'Union soviétique. Pendant 2 années, il a activement protégé des dizaines de dissidents, souvent à leur insu. J'ai enquêté à Moscou sur les traces de son passé entre dissidents et anciens membres du KGB. Viktor Orekov a aujourd'hui quitté la Russie sans laisser de traces et sans aucun retour possible. Après des mois d'investigation, à Kiev, Ankara, jusqu'à New York et Los Angeles, j'ai retrouvé Viktor Orekov aux États-Unis, où il vit dans l'anonymat le plus complet, sans identité, sans téléphone. Coupé du monde, sans contact possible avec sa famille et ses amis, cet homme au destin exceptionnel n'avait jamais raconté son histoire à personne. Pour la première fois depuis son départ de Russie, après une longue réflexion, Viktor Orekov a accepté de rompre des années de silence forcé afin de laisser sa trace dans l'histoire. Je ne me suis pas retrouvé par hasard au KGB, mais parce que j'ai été élevé dans une famille qui était fidèle à l'État soviétique, aux idées socialistes et au Parti communiste. C'est pour cela que lorsque j'ai effectué mon service militaire, j'étais considéré comme quelqu'un de fiable, de sérieux, et j'ai été envoyé chez les gardes-frontières. À l'armée, je me préparais à passer les examens pour entrer à l'école polytechnique de Kiev. Mais mes chefs, qui voyaient que je travaillais sérieusement mes cours, ont décidé de m'envoyer faire mes études à l'école supérieure du KGB. Là-bas, j'ai commencé à étudier et à apprendre la langue turque, le droit, les techniques de renseignement et de contre-renseignement, toutes ces matières qui étaient top secrètes. Être choisi pour rejoindre la prestigieuse académie du KGB est un honneur, un privilège qui ne se refuse pas. C'est ici que sont formés les futurs espions qui seront envoyés dans les ambassades soviétiques aux 4 coins du monde. D'autres, comme Viktor Orekov, resteront à Moscou où ils auront la charge de la surveillance idéologique. Quand je me suis retrouvé parmi les KGBistes,
J'étais extrêmement fier, comme l'aurait été n'importe quel jeune homme de mon époque. J'avais conscience que j'aurais un travail d'une très grande responsabilité et que j'appartiendrais à l'élite. Pourquoi je dis ça? N'importe qui à l'époque savait que le KGB était l'institution supérieure à toutes les autres structures de l'État. Dans la Russie des années 1970, les soviétiques ne croient plus en la construction de l'Éden socialiste. Les mouvements dissidents se développent et ils sont sévèrement réprimés par le KGB. Le KGB s'organise et son chef, Yuri Andropov, crée le 5e département du KGB en charge de la surveillance et de la répression des dissidents. Hors de question pour le pouvoir soviétique de laisser les dissidents s'exprimer. Viktor Orekov et ses collègues du KGB surveillent les faits et gestes des contestataires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Auteur d'une grande enquête sur l'histoire du KGB, Evgenia Albats a été l'une des premières à rencontrer le capitaine Orekov et à consulter son dossier. Orekov était un soviétique sincère et accompli, tout à fait persuadé que le système soviétique était parfait, le meilleur du monde. Il travaillait dans le 5e département et il savait quels avantages procurait ce travail. Les KGBistes qui travaillaient dans le 5e département avaient le droit de lire la littérature interdite pour leur information. Par exemple, Solzhenitsyn ou Orwell, l'auteur de 1984 et de La ferme des animaux. En lisant Solzhenitsyn, Orekov a eu un véritable choc. Cette littérature pouvait produire une forte impression sur les gens qui réfléchissaient et qui savaient penser. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais mûr. Je savais réfléchir. Et naturellement, ces livres ont eu beaucoup d'influence sur moi. En particulier, la lecture de l'Archipel du Goulag. J'étais très fier d'avoir été le premier en Union soviétique à lire le dernier tome de ce livre. En lisant, on ressentait bien la portée de la violence qu'exerçait le Parti communiste sur son propre peuple. Ces livres démontraient que chez nous, tout le pays était sous le joug totalitaire. Le peuple était comme emprisonné. C'est cette impression que cela me donnait. Les soviétiques commencent à ressentir le besoin de s'ouvrir au monde extérieur. Ils prennent conscience de la déliquescence du système et regardent leurs dirigeants avec de plus en plus de mépris. Dans ce contexte, le KGB, bras armé du régime, est considéré comme le diable en personne. Une situation que le capitaine Orekov récuse. Il commence alors à se poser des questions. Faut-il réprimer des jeunes assoiffés de connaissances? Touché, ému par celles et ceux, dissidents ou simples curieux, qui prennent des risques pour lire la littérature interdite, Viktor Orekov commence à falsifier ses rapports. C'était assez dur. Cela pesait sur mon psychisme. Tu penses remplir un rôle utile pour la société. Et en même temps, tu prends conscience que tu es en train de faire des choses horribles. Par exemple, un jour, des jeunes filles des Komsomols ont été poursuivies pour avoir lu le livre d'Al-Malrik, intitulé « L'URSS existera-t-elle jusqu'en 1984 ?» Ce n'était pas très grave. Mais pour cette petite chose, elles pouvaient être exclues des jeunesses communistes, être virées des Komsomols et de leur emploi à la météo. C'est ce qui aurait dû se passer si je m'étais comporté comme un vrai KGBiste. Mais je refusais de briser leur vie sans raison importante. Je voulais avoir un regard plus mesuré sur ce genre d'infraction.
De plus, je ne voulais pas que les gens croient toujours que le KGB était une organisation qui brisait la vie des gens sans motif. Alors, je leur ai expliqué comment rédiger la réponse à cette accusation et j'ai écrit leur déposition avec elles. Elles devaient prétendre qu'elles avaient acheté ce livre par hasard, à la place d'un polar ou d'un roman français à l'eau de rose, qu'elles voulaient acheter au marché noir au Dietsky Mir. Quelqu'un leur avait mis ce livre anti-soviétique à la place du livre qu'elles voulaient acquérir. Elles ne l'avaient découvert qu'une fois arrivées au travail. Malheureusement, il était trop tard pour le ramener. Elles ne l'avaient jamais lu et elles n'en avaient parlé à personne. Comment le KGB avait su pour ce livre, je ne sais plus. Quelqu'un les avait probablement dénoncés. J'ai discuté avec ces filles et j'ai fait un faux rapport de telle sorte que ce dossier soit classé sans suite et envoyé aux archives. En 1975, afin de redorer son image auprès de la communauté internationale, l'Union soviétique signe les accords d'Helsinki et s'engage entre autres à respecter les droits de l'homme. Désormais, les revendications des défenseurs des droits de l'homme en URSS s'appuient sur une base légale. D'Alexandre Solzhenitsyn à Andrei Sakharov, en passant par Anatoly Marchenko, Iosif Brodsky, Yuri Orlov, Vladimir Bukovski ou Galina Vishnevskaya-Rostropovitch, les chefs de file de la dissidence s'opposent avec force aux répressions politiques et réclament la liberté d'expression. Une des tâches du capitaine Orekov est de contrôler les manifestations des dissidents. Les basses besognes sont certes assurées par les miliciens, mais c'est Orekov et ses collègues du 5e département du KGB qui donnent les ordres. Dans les pays totalitaires, dans les sociétés fermées, le pouvoir ne sait jamais de quoi il faut avoir peur. En ce qui concerne les mouvements dissidents, c'étaient des mouvements très petits, mais le pouvoir l'ignorait. Dans un pays fermé, il était très difficile de le comprendre et d'évaluer à quel point ils avaient du succès auprès de la population. Est-ce que leurs pétitions, leurs discours, leurs actions avaient le soutien du peuple? Est-ce qu'il y adhérait? C'est pour toutes ces interrogations que la tâche du KGB était d'exterminer ces mouvements jusqu'à leurs racines. Face à cette situation, le comité central du parti et le chef du KGB donnent l'ordre au 5e département d'écarter les grandes figures de la dissidence. L'écrivain Alexandre Solzhenitsyn est expulsé d'Union soviétique. Orekov et ses collègues se relaient 24 heures sur 24 pour surveiller Andrei Sakharov. La police politique veut reprendre le contrôle de la population d'une main de fer. Pour le général Bobkov, directeur du 5e département, il s'agit avant tout de protéger le régime des menaces de l'Occident. Lorsqu'on affirme que nous combattions les dissidents, c'est entièrement faux. Personne n'a jamais opprimé les non-conformistes. Il y avait en Union soviétique des gens qui entraient en contact avec les services de renseignement étrangers, avec les organisations antisoviétiques opérant en Occident. Ils combattaient le régime constitutionnel de l'Union soviétique, ils combattaient le pouvoir soviétique. Lorsque le 5e département adoptait certaines mesures à l'égard de ces personnes, afin de mieux les protéger, de les sauver, une campagne a été déclenchée en Occident pour affirmer que les dissidents ne peuvent pas mener une vie normale en URSS. Le général Bobkov, tout comme son supérieur Yuri Andropov, considère les dissidents comme des malades mentaux. Outre les arrestations, les emprisonnements et déportations dans les camps, les autorités utilisent l'internement en hôpital psychiatrique à des fins politiques. Pour eux, la méthode est simple, déclarer fous tous ceux qui pensent différemment. Les traitements infligés aux dissidents relèvent de la torture et laissent de nombreuses séquelles irréversibles.
La décision d'interner ou non les opposants revenait au 5e département du KGB. À cette époque, le colonel Igor Prelin était un officier du KGB travaillant au service du contre-espionnage. Si le 5e département n'avait pas été créé en 1967, et si on avait laissé ce processus se développer librement, alors la désintégration de l'Union soviétique aurait commencé beaucoup plus tôt. Le 5e département a retardé la fin de l'URSS de 20 ans. Paradoxale conception de la récompense en Union soviétique. Les meilleurs officiers, ceux qui sont le mieux notés, gagnent parfois un voyage pour l'enfer capitaliste. En 1973, Viktor Orekov est envoyé en mission au Japon. Au KGB, il y avait un système de récompense pour les meilleurs officiers. C'était d'envoyer les gens en voyage à l'étranger. On m'a envoyé pour un voyage avec le Bolchoï, le théâtre et le ballet de l'URSS. Le Bolchoï, chaque année, en été, allait au Japon pour 2 mois et demi. Ils avaient un contrat avec une grande chaîne de télévision japonaise. Et en qualité de surveillant, d'observateur, on peut dire, on envoyait des collaborateurs du KGB pour surveiller les artistes. Moi, je n'ai rien vu au Japon de ce que notre propagande disait, que c'était la misère partout, et avec seulement quelques riches privilégiés. Et je ne parle même pas des files d'attente que je n'ai jamais vues. On pouvait venir au magasin, acheter ce qu'on voulait et rentrer chez soi. Alors que dans notre pays, tout le monde souffrait de la pénurie, du manque de produits et des files d'attente interminables. On voyait bien que les gens au Japon ne vivaient pas la vie qu'on nous présentait en Union soviétique et dans nos médias. Cela voulait dire que l'information chez nous était exactement le contraire de la vérité, complètement erronée. De retour du Japon, le capitaine Viktor Orekov se voit confier de nouveaux dossiers. Parmi eux, celui d'un informaticien connu pour diffuser de la littérature interdite. Son nom, Mark Morozov. J'ai reçu des rapports afin de vérifier le risque que représentaient plusieurs personnes. C'étaient des dissidents qui s'étaient ouvertement élevés contre le pouvoir soviétique. Parmi ces dossiers, il y avait le dossier Morozov. J'ai essayé de gagner sa confiance, mais c'était surtout obtenir la littérature interdite qu'il possédait qui m'intéressait. Mes supérieurs insistaient pour que je le recrute, pour que je fasse de lui un indicateur du KGB, afin d'obtenir des informations sur ses relations. J'étais persuadé que nous n'arriverions pas à faire de lui un indique. C'était une personne qui aurait pu nous fournir des informations par inadvertance, mais j'étais sûr et certain qu'il ne voudrait pas collaborer avec le KGB. Cette littérature interdite, que j'aurais dû normalement lui confisquer, je l'empruntais chez lui, simplement. Alors que nous aurions dû faire la chose suivante, venir chez lui pour une perquisition, lui confisquer tout, et il aurait été bon pour un séjour au bagne. Il a commencé à me faire confiance. Et je lui disais, je te promets qu'en tant qu'honnête homme, je te donne ma parole, que je te rendrai ces bouquins et je n'en ferai mention nulle part. Les deux hommes commencent à sympathiser. Morozov, qui fait confiance à Orekov, devient son fournisseur de littérature interdite. Désormais, pour Orekov, le cas de conscience dépasse le souci de sa propre vie. Il ne voit plus aucun avenir pour cette société soviétique qui repose sur la peur et le mensonge.
Il adhère aux idées des opposants et décide de leur venir en aide, conscient des risques et sans illusion sur l'issue. Je prenais un numéro de téléphone en sachant déjà qu'il était sur écoute. J'allais dans une cabine téléphonique et j'appelais tranquillement en prenant un mouchoir pour dissimuler ma voix et contrer une éventuelle expertise ensuite. Je disais « Je vous préviens, demain, vous allez avoir une perquisition. » Ou « Votre téléphone est sur écoute, mais pas celui d'un tel. » Ou alors « Il faut prévenir vos amis et dites-leur de se débarrasser de la littérature compromettante. » Voilà ce que je faisais. Ludmila Alexieva, dissidente très active, est l'une des premières à recevoir un appel anonyme d'Orekov. Un jour, un inconnu m'appelle au téléphone. Je ne pouvais pas comprendre d'après la voix s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, parce qu'il essayait de dissimuler sa voix. Il parlait avec cette voix. « Demain, vous allez avoir une désinfection. » Je lui ai répondu « Quelle désinfection? Je n'ai rien demandé. » Et il disait « Mais réfléchissez, demain vous allez avoir une désinfection. » Je lui disais « Mais je ne comprends pas, je n'ai pas demandé de désinfection, je n'ai pas de rats, je n'ai pas de cafards. » Et il reprend « Mais écoutez-moi attentivement. » J'ai raccroché en pensant que c'était une blague. Et le lendemain matin, on est venu me perquisitionner. Je ne savais pas qui m'avait appelé, mais c'est là que j'ai compris que quelqu'un avait essayé de me prévenir. Alexandre Podrabinek et son frère Kirill avaient une vingtaine d'années lorsqu'ils sont entrés en dissidence. C'était une situation très bizarre. Vous savez, quand le KGB menait une perquisition, d'abord, il ramassait les documents, les livres, les cassettes audio. Il triait avec, d'un côté, ce qui représentait un intérêt pour eux. Ils en faisaient un tas. Et ce qui ne les intéressait pas, ils en faisaient un autre tas. Donc au fur et à mesure de la perquisition, les tas devaient grossir, et un tas devait grossir plus vite que l'autre. Alors à un moment, je regarde et je vois qu'un des membres du KGB ne fait pas ce qu'il devrait faire. Moi, je savais que certains documents pouvaient les intéresser pour leur investigation. Mais lui, il les mettait dans le tas des documents sans intérêt pour le KGB. Je commence à prendre des affaires et à les classer dans les deux piles différentes. Et quand j'ai pris le cahier qui nous intéressait, je l'ai feuilleté et j'ai compris que c'était exactement ce que nous recherchions. Oui, c'était exactement ce pourquoi nous étions venus perquisitionner. Ce cahier, je l'ai d'abord mis dans la pile des affaires qui ne nous intéressaient pas. Mais je l'ai repris et je lui ai donné en main propre. Je lui ai dit, ça, rangez-le où vous voulez, ça ne nous intéresse pas. Il m'a regardé drôlement, comme s'il n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Alors là, j'étais vraiment très surpris. Je me suis dit, c'est un fou. Peut-être que ce n'est pas un vrai membre du KGB, ou alors c'est un jeune, un incompétent. Mais des années plus tard, Orekov m'a raconté qu'il faisait ça sciemment, parce que certains documents pouvaient me nuire de son point de vue. Alors, il les mettait dans le tas sans intérêt pour le KGB. Sous prétexte du recrutement de Mark Morozov comme indicateur du KGB, Viktor Orekov décide désormais de passer par lui pour transmettre les informations aux dissidents. Une complicité s'installe entre les deux hommes. Mark Morozov venait assez souvent chez moi. C'était un homme tout à fait sympathique, toujours prêt à aider les autres. Cependant, il ne donnait pas l'impression d'être quelqu'un de confiance, sur qui on pouvait réellement compter. Il a commencé à me raconter qu'un KGBiste, pendant l'entretien, l'interrogatoire, lui avait dit qu'il sympathisait à la cause des dissidents et qu'il aimerait les aider.
Morozov lui a proposé de venir chez lui pour boire un thé. Il m'a demandé si je voulais venir moi aussi afin de rencontrer cet officier du KGB. Je lui ai répondu « Certainement pas ». Et j'ai ajouté « Marc, je vous demande avec beaucoup d'insistance de renoncer vous aussi. Il ne faut pas l'accepter chez vous. » Parmi les dossiers dont le capitaine Orekov a la charge, celui d'Alexandre Gotovtsev-Rossisky, un dissident qui diffusait des tracts anti-soviétiques. La première fois que j'ai vu Orekov, c'était dans l'appartement de Morozov. Nous nous sommes retrouvés avec sa fille dans son quartier et nous avions décidé de passer lui rendre visite sans le prévenir. Chez Morozov vivaient toujours plusieurs dissidents. C'était un véritable foyer. Mais cette fois-ci, il n'y avait personne. Nous pensions qu'il était seul. Morozov était très gêné de notre arrivée dans la cuisine. Là, nous avons vu qu'il n'était pas seul. Bien évidemment, il ne nous a pas présentés. Orekov était très embarrassé lui aussi en nous voyant. Nous avons compris qu'il y avait une discussion confidentielle et pour détendre l'atmosphère, nous avons précisé que nous étions juste de passage, pressés. Et nous sommes partis. On se rencontrait de manière officielle, légale. On avait un dossier sur lui avec une potentialité de recrutement. Il fallait essayer de le convaincre de collaborer avec le KGB. Ainsi, j'avais le droit de le rencontrer officiellement. À chaque fois, je faisais un rapport. Je prenais avec moi le matériel d'enregistrement, mais à chaque fois, avant de le mettre en marche, je le prévenais. À partir de maintenant, tout ce que tu diras sera enregistré. Par ailleurs, je recevais des informations venant des écoutes des appartements. Ou alors mes collègues de bureau me donnaient des informations. Je leur demandais, comme cela se faisait chez nous, « Alors, ces dissidents-là, ils se sont réunis dans cet appartement ? Ils ont parlé avec des gens des ambassades, des correspondants étrangers ? » Donc, sur la base de renseignements déjà connus du KGB, je pouvais écrire un rapport sur Morozov comme si c'était lui qui me fournissait ces informations, et sans que cela nuise à personne. Quelques jours plus tard, il est revenu chez moi. Il a dit qu'il avait reçu chez lui le KGBiste et qu'ils avaient bu le thé ensemble. Ils avaient eu une discussion très intéressante. Et moi, je lui ai dit, « Marc, je vous avais demandé de ne pas le recevoir chez vous. Vous m'aviez promis que vous refuseriez de le recevoir. Néanmoins, vous l'avez rencontré. Vous m'excuserez, mais dorénavant, je vous demande de ne plus venir chez moi. » Avec les autres dissidents, je n'avais aucune chance. Je savais qu'ils ne me feraient pas confiance. J'en savais beaucoup moins sur eux que j'en connaissais sur Morozov. Leur dossier était traité par d'autres KGBistes. Qu'est-ce que je pouvais faire? Aller les voir et leur dire « Je suis du KGB, je vais vous aider. » Et alors? Tout cela aurait été connu immédiatement. Et le KGB aurait tout de suite su qu'un KGBiste était venu voir ces dissidents pour leur proposer son aide. Ainsi, je n'aurais pas pu les aider et je me serais grillé moi-même. Viktor Orekov n'est pas dupe. Il sait que les dissidents ne garderont pas le secret longtemps et que leur imprudence lui sera fatale. Impossible cependant de faire marche arrière. État soudba, dit-on en russe, c'est le destin. Les dés sont jetés.
Il a commencé à transmettre des renseignements sur les actions du KGB à venir par l'intermédiaire d'un dissident, Mark Morozov. Ces renseignements étaient des informations sur les perquisitions à venir, sur les arrestations, sur les mises sous écoute. Ils avaient des noms de code. T pour Tatiana, S pour Sergueï. Tatiana signifiait l'écoute d'un appartement et Sergueï l'écoute d'un téléphone. Lui, en tant qu'officier du KGB, il connaissait toutes les opérations en cours. Il savait qui on surveillait, où l'on mettait des appareils d'écoute, et il savait ce que le KGB planifiait. Chaque jour, le capitaine Orekov prend de plus en plus de risques pour fournir des informations aux dissidents et les protéger. Grâce aux écoutes, le KGB sait que Morozov obtient des informations par un des leurs. Mark Morozov est alors arrêté et emprisonné à Lefortovo. Suite à d'intensifs interrogatoires, le KGB obtient ses aveux. Comme cela arrive souvent, la prison fait ressortir la vraie nature de la personne. La prison, c'est comme une radiographie qui révèle ce que cette personne vaut réellement. Mark Morozov n'a pas supporté cette épreuve qu'est l'incarcération. Il a parlé et avoué lors des interrogatoires. Il a dénoncé et trahi Orekov, et il était le seul témoin à charge contre lui. En sachant comment travaillait le KGB et comment les dissidents utilisaient les informations transmises par Morozov, je me doutais bien que ça ne pourrait pas durer longtemps. Par exemple, juste avant mon arrestation, je me suis aperçu que j'étais suivi par le service de surveillance, qu'on me photographiait. Je connaissais ceux qui me suivaient. On a commencé à avoir des soupçons. Comme cela arrive toujours dans ces cas-là, quand il y a des fuites d'informations, une investigation interne a eu lieu. On a alors déterminé l'implication d'Orekov. Il a été arrêté et condamné à 8 ans de camp. Viktor Orekov est envoyé là où le chemin de la dissidence menait naturellement, au goulag, corollaire indispensable à la rédemption, au repentir. Il purge sa peine au camp de Morky, un camp de rééducation par le travail où les conditions de vie sont volontairement très pénibles. Le chauffage était électrique, mais il ne fonctionnait jamais. En hiver, en 2 jours, le mur était couvert d'une couche de glace de 10 à 15 cm, à l'intérieur même des baraques, là où on dormait. Il nous arrivait souvent d'apporter un bout de tôle et de faire du feu là-dessus, pour se réchauffer à l'intérieur des baraques. Et lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de monde au camp, on prenait des matelas supplémentaires. On dormait tout habillé, en sandwich entre 2 matelas. La nourriture était horrible. De la katcha d'avoine ou de la katcha de sarrasin.
On avait aussi de la soupe avec du chou, mais il n'y avait plus de viande dedans car elle était systématiquement subtilisée par les gardiens. Après un mois de séjour en camp, j'ai perdu 15 kilos. Envoyé au camp de Perm, puis à la prison de Tchistopol, Mark Morozov se suicide dans sa cellule, rongé par les remords d'avoir trahi. Après 8 années passées au goulag, Viktor Orekov revient vivre à Moscou en pleine perestroïka. Il y trouve un travail de manutentionnaire dans une fabrique et tente de refaire sa vie, de repartir à zéro. Les temps ont changé, l'histoire donne raison à Orekov, mais il n'en tire aucun profit. Le mur de Berlin tombe. L'Union soviétique vit ses dernières heures et le KGB est remplacé par le FSB. Mais les hommes resteront les mêmes. Le journaliste Igor Gamayounov du grand quotidien de Moscou, Literaturnaya Gazeta, est le premier à avoir rencontré et raconté l'histoire d'Orekov en février 1991. Il m'a beaucoup étonné parce que, en tant que militaire, cet homme devait être un homme de discipline et de préjugés qui pense par des clichés. Or, cet homme était tout le contraire. Il était libre. Il citait des poèmes. Il citait les essais philosophiques. Naturellement, j'étais complètement abasourdi. Je lui ai demandé de me raconter tout ce qui lui était arrivé. Et j'ai écrit le premier article. Après la publication de l'article, je reçois un appel téléphonique. C'est une voix de femme qui me dit « Vous avez écrit un article sur un certain Orekov, l'Orekov, qui a aidé les dissidents. » J'ai répondu « Oui. Et vous, qui êtes-vous, vous ?» « Nous sommes ces mêmes dissidents qu'il a aidés. Nous voulons le rencontrer. Donnez-nous son numéro de téléphone, s'il vous plaît. » Je disais, si je vous le donne directement, ce n'est pas très correct. Je vais d'abord l'appeler pour s'entendre sur un lieu de rencontre. Et la rencontre a été organisée auprès du métro Kropotinskaya. Le dissident Kirill Podrabinek, frère d'Alexandre, était sans le savoir sous la protection de Viktor Orekov avant d'être arrêté et déporté en Sibérie en 1978. C'est une immense surprise pour lui de découvrir que son ange gardien est toujours en vie et est de retour à Moscou. Il se rend bien évidemment à la rencontre organisée par Igor Gamayounov. Il est certain que les gens, les dissidents, ressentaient une certaine culpabilité envers lui. C'était un sentiment d'une dette particulière. Il avait risqué sa vie tout en étant un étranger pour nous. Il n'était pas du même milieu, et pourtant il a fait tant de choses pour les dissidents. Évidemment que nous ressentions un sentiment de dette envers lui. Nous sommes allés ensemble à Kropotinskaya avec Viktor Orekov et j'ai alors été témoin d'une scène très émouvante. Parce que ces dissidents qui avaient fait de longs séjours de prison, ils se sont jetés sur lui. Quelqu'un dont ils ne connaissaient même pas le visage. On ne voulait pas le toucher comme une relique, mais on voulait tout de même toucher ce capitaine Viktor Orekov. Car tout le monde voulait le voir, et puisqu'il y avait beaucoup de monde, une foule compacte s'est massée autour de lui, et tout le monde voulait faire connaissance avec lui. Pour eux, il était un mythe, une légende, quelqu'un qui n'était qu'une ombre dans leur existence.
mais qui avait sauvé certains d'arrestation, qui avait aidé d'autres à cacher leurs livres interdits avant les perquisitions. Eux, en le voyant réellement en vie, ils se sont jetés sur lui. Et vous savez, à Kropotinskaya, il y avait une vitrine de journaux, et ils l'ont pressé littéralement le dos contre la vitrine. Ils le touchaient, et ils lui demandaient « Ce n'est pas possible, c'est vraiment vous ?» Une nouvelle vie commence alors pour Viktor. Une nouvelle mission l'attend, aux côtés des dissidents cette fois-ci. Lorsqu'ils ont appris que j'étais encore vivant et que j'étais ce KGBiste qui les avait aidés, Sergueï Grigorians m'a appelé et il m'a dit « Viktor, nous organisons des conférences sur le KGB hier, aujourd'hui, demain. C'est très important. Il faut absolument que tu y participes. » J'ai commencé à travailler avec eux. Je faisais l'expert, le consultant, et je participais aux conférences en tant qu'ancien officier du KGB. Et on me demandait, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que cela est vrai? Sergueï trouvait mon travail très utile, et il m'a chargé de préparer des conférences sur les thèmes KGB et psychiatrie, ou encore KGB et dissidents. Et parfois, on m'envoyait défendre l'intérêt de certaines personnes lors de leur procès dans les tribunaux en qualité d'expert et de représentant d'une organisation civile. Une situation qui ne plaît pas au général Trofimov, ancien supérieur de Viktor, devenu numéro 2 du FSB, le successeur du KGB. Il participait à beaucoup d'affaires politiques, et en particulier, c'est lui qui a instruit le dossier d'Orekov. C'était une personne sans aucun principe et très cynique, mais aussi quelqu'un d'intelligent et de très professionnel. Et c'est pour cela qu'il a fait une si belle carrière. Le 10 mai 1995, Viktor Orekov commet une imprudence. Une de mes connaissances avait un pistolet factice. En vérité, il n'avait pas l'air très vrai. Il ne pouvait pas tirer et je n'avais pas de munitions. Un soir, nous sommes partis quelque part et moi j'ai mis le pistolet dans la voiture au cas où. Je l'avais pris juste pour impressionner. On s'est fait arrêter par la police sur la route. Moi, sans arrière-pensée, j'ai dit « Allez-y, fouillez la voiture ». Et ils ont trouvé le pistolet. On m'a gardé toute la nuit, on m'a dressé un procès-verbal, et l'histoire aurait dû en rester là. Quand toute cette histoire a commencé, Orekov n'a pas pris cela très au sérieux. Et c'était normal. Il a été arrêté avec un pistolet factice qui ne fonctionnait pas. Il ne faut pas oublier que c'était le milieu des années 90, quand tout le monde portait une arme pour se protéger contre les bandits. Et lorsqu'on l'a arrêté, il n'a pas caché le pistolet, et il pensait que ça finirait comme ça. Mais l'histoire a fini différemment. Apparemment, il s'est avéré que, lors de l'instruction, le Viktor Orekov était ce même Orekov qui avait fait 8 ans de camp pour avoir aidé les dissidents à l'époque soviétique. En 1995, le directeur du FSB, ou peut-être du FSK, je ne sais plus, à Moscou, l'héritier du KGB, était le général Trofimov, un ancien collègue d'Orekov, qui connaissait parfaitement bien la première affaire. Et je crois qu'il était même celui qui instruisait son dossier lors de sa première condamnation. Il y avait des rumeurs qui circulaient, qui disaient que Trofimov, en apprenant qu'Orekov faisait l'objet d'une enquête, en fait, a fait en sorte que cette affaire ne soit pas classée et qu'elle finisse tristement pour Orekov. Oh, c'était une vengeance du KGB. Je n'exclus pas que cela puisse être une vengeance de la part du KGB.
Mais il faut savoir s'il détenait réellement cette arme ou si on l'a mise sans qu'il le sache. Ce qui arrive très souvent chez nous, quand les services mettent en cachette dans les affaires de quelqu'un, soit des armes, soit de la drogue, ensuite on l'arrête, on l'accuse et il est condamné. Le 21 juillet 1995, Viktor Orekov se rend confiant au tribunal. Il est atterré lorsqu'il entend le verdict. Le tribunal de Moscou le condamne à 3 ans d'emprisonnement dans un camp de rééducation par le travail pour récidivistes. La nouvelle de l'arrestation d'Orekov se répand dans la ville. Ses amis dissidents sont sous le choc. Ils se mobilisent, manifestent et créent un comité de soutien qui réclame sa libération. Ces méthodes, le KGB les utilisait autrefois, mais ils continuent encore aujourd'hui. Ils ont toutes les raisons de se venger d'Orekov. Quand ils nous mettaient, nous les dissidents, en prison, autrefois, les KGBistes obtenaient des étoiles sur leurs épaulettes. Et quand ils ont été trahis par Orekov, ils ont perdu toutes leurs étoiles. Bien sûr qu'ils le détestent. Pendant ce temps, Viktor Orekov purge sa peine au camp de Tcheliabinsk, dans l'Oural, un camp à régime sévère pour récidivistes. La cruauté et la violence sont le quotidien des détenus. Un autre monde, une autre société avec ses propres lois, avec ses règles si particulières. Grâce aux actions de son comité de soutien et à un recours à la Cour de cassation, la peine de Viktor Orekov est ramenée à 1 année de camp. Sa sortie anticipée est médiatisée. Il participe à la célèbre émission de la chaîne de télévision russe NTV, Le héros d'un jour. Est-ce que vous avez de l'espoir dans l'avenir? L'espoir de reprendre des forces, de rebondir, de pouvoir vivre votre vie normalement? Vous savez, je doute que je puisse continuer à vivre normalement. Et en général, je doute qu'on me laisse vivre tranquillement ici. Parce que ce que j'ai vu, je ne peux pas le taire. Et je ne peux pas vivre sans rien dire, sans dénoncer. Je veux continuer à en parler. Cette situation me fait peur. Et naturellement, tôt ou tard, je sais qu'on se vengera de moi. Vous pensez que ceux qui vont se venger, ce sont vos anciens collègues du KGB, avec qui vous avez travaillé dans les années 70? Si ce n'est pas eux, ce sera indirectement. Tout le monde me disait, « Victor, qu'est-ce que tu attends? On va te tuer et on dira que ce sont des bandits qui l'ont fait. » Tout le monde insistait pour que je parte. Ma mère m'a dit qu'on lui affirmait que Trofimov avait juré de se venger. Et il disait, « Je vais l'avoir d'une manière ou d'une autre et il va crever bientôt. » Un jour, un représentant de l'ambassade américaine est venu me voir. Il m'a dit qu'ils avaient des informations, comme quoi il existait un projet de m'assassiner, qu'il y avait un contrat sur ma tête. Nous sommes allés à l'ambassade américaine. Je n'avais que mon certificat de libération. Et sur la base de ce seul document, ils m'ont délivré mon visa en 1 demi-heure. Le 11 avril 1997, Viktor Orekov prend le chemin de l'exil. Seul, abandonné de tous, c'est un homme brisé que j'ai retrouvé aux États-Unis. Cependant, il ne regrette rien et il affirme que si c'était à refaire, il le referait sans la moindre hésitation. Rongé par la nostalgie, il n'a jamais trouvé aux États-Unis un sens à ses dernières années de vie. Do you order pizza? Yeah, how much?
Careful. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Je ne peux pas dire que je sois mécontent de mes conditions de vie ici. Je suis mécontent parce que je ne fais pas ce que j'aimerais faire. Je ne participe à rien. Je suis quelqu'un qui, comme quand on attrape un poisson, et qu'au lieu de le mettre à frire, on le jette dans un tout petit bocal en disant qu'il moisisse, qu'il pourrisse ici jusqu'à ce qu'il meure. C'est exactement comme ça que je me sens ici. Exactement.